Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où je vais partager avec vous ma vision, mon expérimentation sur la situation sanitaire, ce que nous avons traversé avec cette pandémie de Covid-19. Donc bien évidemment dans cet épisode je partage ma vérité, ce que j'ai expérimenté, donc que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, que vous êtes d'accord ou que vous n'êtes pas d'accord, en fait là n'est pas le sujet. Je voulais juste vous partager comment j'ai traversé cette période et puis les questionnements que j'ai eus et la leçon que j'en tire maintenant aujourd'hui, donc 5 ans plus tard, même 6 ans plus tard. Et du coup, je voudrais vous amener en fait à essayer d'ouvrir à d'autres points de vue. Donc cet épisode, il va être en 2 fois. Je vais faire 2 épisodes. Un où je partage en fait comment je l'ai traversé et puis les leçons que j'en ai tirées. Et le deuxième sera vraiment axé sur comment je l'analyse en fait aujourd'hui. Donc pour replonger dans cette situation sanitaire, donc à cette époque j'étais encore enseignante en maternelle et puis nous avons eu une situation particulière donc avec ma collègue Atsem vers fin septembre. On se retrouve avec 20 élèves sur 25 qui font de la fièvre, qui sont malades. Donc évidemment on alerte les parents. C'est pas arrivé tous en même temps. Ça a été très progressif, mais voilà, au bout de même pas 2 semaines de rentrée, on se retrouve avec plein d'élèves malades comme ça. Et en même temps, on avait un testeur en fait de qualité de l'air. Donc j'étais étonnée qu'ils refassent ces testeurs de qualité de l'air dans certaines classes, pas toutes. Évidemment, c'est tombé dans la mienne. Et parce que nous l'avions déjà fait, et en fait, ça se fait tous les... je sais pas combien, mais c'est en plusieurs années. Donc comme on l'avait fait l'année dernière, je me suis dit c'est complètement inutile de le refaire. Mais bon, apparemment, ils retestaient. Et donc ça pouvait nous donner en fait une idée de si on aérait bien effectivement la classe pour éviter ce genre de propagation de virus, maladies, tous les petits microbes qu'on peut rencontrer. Parce que vous doutez bien qu'en maternelle, quand les enfants mettent tout à la bouche, ça va très vite. Et donc on se retrouve avec 20 élèves sur 25 comme ça avec de la fièvre et qui monte vraiment très haut. On se retrouve avec des élèves avec 42 fièvres, donc des parents qui font le nécessaire, qui vont voir les médecins, qui donnent ce qu'il faut, qui les gardent à la maison. Les enfants reviennent, ils sont toujours malades, ils repartent, les enfants reviennent, ils sont toujours malades. Et donc au bout d'un moment, j'ai les parents qui me disent j'ai pris trop de jours, moi mon employeur ne veut plus que je garde l'enfant à la maison, ce que j'entends bien. Le problème, c'est que un enfant qui a 42 fièvres, qui vient à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Il dort concrètement sur sa table. J'ai des enfants qui étaient en train de dormir et qui ne pouvaient pas suivre les apprentissages. Et quand il y en a 20 sur 25, ça fait beaucoup d'enfants qui sont dans cet état-là. Donc une classe un peu qui ressemble à rien avec ces périodes en dents de scie où au final j'ai des enfants qui n'avancent pas vraiment à cause de tout ça. Et je comprenais pas trop ce qui se passait parce que j'avais jamais eu ça aussi longtemps. Donc fin septembre, tout octobre, c'était comme ça. Et moi-même, j'avais des problèmes gastriques. Donc je me suis dit, comme j'ai une intolérance au gluten, je me suis dit, j'ai peut-être abusé.
j'ai pas souvenir d'avoir abusé, d'avoir mangé quelque chose. Et moi aussi, ça durait dans le temps, ça me semblait étrange. Mais j'avais pas forcément encore fait le lien avec les élèves et puis non plus avec la situation sanitaire. Moi, j'étais persuadée que c'était une intolérance et que voilà, j'allais devoir éliminer le gluten au fur et à mesure. Donc, pas au point malade, mais pas au point d'être alitée. Donc, j'ai continué à travailler et puis arrivent les vacances de la Toussaint et là, je me dis, ouf! Les élèves vont rentrer chez eux, ils vont être 2 semaines chez eux, au retour des vacances, c'est bon. Ils vont s'être reposés, ils vont tous revenir en forme et ça va être super. Retour de vacances, des élèves qui vont à peu près bien, mais toujours des montées de température comme ça. Et là je me dis, mais c'est pas possible. Un enfant, ça peut pas rester 2 mois comme ça avec ces sauts de température aussi hauts, quoi. Alors je veux bien que les thermomètres qu'on a, les thermomètres frontales qu'on a à l'école ne sont pas aussi précis que les thermomètres qu'on peut avoir à la maison, mais je me dis quand même, et puis autant d'élèves. Au final, il n'y a pas un élève qui n'y est pas passé, quoi. Donc je me dis, c'est quand même super étrange. Et donc j'en parlais aux collègues, les collègues aussi avaient des cas comme ça d'élèves malades, mais pas autant en fait que dans ma classe, donc forcément c'est parce que je suis une mauvaise maîtresse, j'aérais mal, blablabla, rien, donc ce que le testeur d'air disait exactement l'inverse, donc bref, voilà. Et du coup, on a passé 4 mois comme ça, et moi j'avais toujours ces troubles gastriques, et je me dis, oui, moi aussi, pour l'intolérance au gluten, c'est drôlement long, et j'en étais même jusqu'à vomir. Chose qui m'arrive très rarement. La dernière fois que ça m'était arrivé, j'étais en 6e. Donc autant vous dire, entre 6e et adulte, il s'est passé quand même plus de 30 ans. Donc je me suis dit, c'est vraiment étrange que je sois malade à ce point-là. Je me dis, là, techniquement, logiquement, je devrais plus avoir, en faisant autant attention à ce que je mange, je devrais plus avoir trace de gluten ou je ne sais quoi. Enfin, je comprenais pas. Je me suis dit, je vois pas ce qui est dans mon alimentation qui peut faire ça. Vraiment, situation incompréhensible. Et donc ça a été comme ça à peu près, donc de mi-septembre jusqu'à décembre. Et décembre, donc c'était les vacances du coup de Noël. Donc je me suis dit, janvier, on va repartir sur de bonnes bases. Ils vont pouvoir être à la maison, ça va pas être de tourpeau parce que c'est pas forcément les vacances où on se repose le plus. Mais je me dis là, quand même, au bout de 4 mois, je vais quand même récupérer des élèves efficaces qui sont opérationnels et qui vont bien. Donc voilà, situation un peu en dents de scie où on a avancé un peu au jour le jour comme on pouvait avec mon ATSEM. Et puis en étant tolérant avec ces enfants qui s'endormaient comme ils avaient besoin de dormir et qui ne tenaient pas la journée entière, qui faisaient comme ils pouvaient aussi poursuivre les apprentissages. Donc ce qui était bien en plus, ce que je faisais, qui était obligatoire en fait, c'est pour les élèves de petite section, donc mes collègues ne le faisaient pas parce qu'ils avaient besoin de récréation, pas moi. Je trouve ça très très bien, c'est que à ce moment-là, en fait, on avait des directives que les petites sections ne sortaient plus l'après-midi parce que comme ils faisaient la sieste, ils profitaient en fait du temps après la classe pour pouvoir travailler. Et c'est vrai que du coup, ça permettait de pouvoir mettre en place des ateliers autonomes du type Montessori. J'aimais beaucoup faire ça. J'avais pris aussi cette habitude de faire des ateliers comme ça, type Montessori, avec des plus grandes classes l'après-midi pour souffler un peu. Ou vraiment le matin, on était sur les gros apprentissages et l'après-midi, on tournait comme ça sous forme de petits ateliers. Et je trouve que ça fonctionne très bien, l'équilibre des deux pour les classes. Mais bon, voilà, c'est mon fonctionnement. Tout le monde n'y adhère pas. Mes collègues n'y adhéraient pas, vous vous en doutez bien. Hein, parce que ce qui peut être pour le bien-être des enfants, c'était pas trop leur truc. Et donc voilà, on se retrouve avec janvier où j'ai des élèves, ça va mieux. Donc je n'ai plus ce testeur d'air, donc je me dis chouette, du coup c'est bon, on va pouvoir se lancer dans les apprentissages. Et là, qu'est-ce qui arrive en janvier 2020 Il y a le premier cas qui a été recensé, donc à partir de, je sais plus, fin janvier 2020. Et donc on a commencé à parler de ce coronavirus, etc. Et donc nous, dans notre classe, nous allions mieux. Et donc là, le monde est parti en vrille et ça n'allait plus. Donc voilà comment ça a démarré en fait de mon côté. Donc je me suis posé beaucoup de questions longtemps après. Je me suis posé la question si vraiment les enfants
étaient du coup des porteurs sains, parce que ce n'est pas ce que j'ai vraiment constaté dans la classe. Voilà, je me suis posé plein de questions. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on a traversé. Qu'est-ce qu'on a traversé en fait de septembre à décembre. Et puis j'ai fait le lien avec ce coronavirus en me disant mais est-ce que cette chose extraordinaire qu'on a vécue avec des élèves complètement malades pendant autant de temps, c'est très long, hein, franchement 4 mois ça m'a paru une éternité. Je me suis dit est-ce que ça avait un lien. Donc voilà, ça reste toujours un questionnement ouvert. Je n'ai pas les réponses, mais c'est vrai que je me suis beaucoup interrogée en me disant c'est quand même étrange et c'est quand même surprenant. Donc voilà, je laisse le point d'interrogation. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la classe. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé aux élèves. Je ne sais pas comment c'est arrivé dans notre classe. Je ne sais pas comment après ça s'est propagé ou non. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très étonnant. Et donc en janvier, on a ça. Au moment où nous, on va mieux, en fait, le monde ne va pas bien. Et donc, on continue l'école comme on a pu, et ensuite, il y a eu les fermetures et tout ça. Alors là aussi, les fermetures, donc il fallait pas brasser la population et tout. Et alors là, il faut pas brasser la population, donc on doit accueillir les personnels soignants. Donc vous vous doutez bien que les enseignants, je n'avais pas de volontaires, hein, forcément. Donc du coup, ce qu'on faisait, c'est que nous, les directeurs, ceux qui voulaient, donc étaient sur place, parce que c'était toujours au bon vouloir. Autant vous dire que tous les directeurs étaient là. Les enseignants, il y en avait qui avaient exercé en fait leur droit de retrait, hein, de rester à la maison, donc ils étaient payés à rester à la maison. Et puis, du coup, il fallait faire venir des enseignants d'autres écoles pour ces écoles qui étaient ouvertes. Il y avait plusieurs écoles qui étaient choisies. Donc il ne fallait pas brasser la population, et donc les élèves qui étaient dépendants de mon école étaient envoyés dans différentes écoles. Donc tous les jours, j'avais des élèves différents qui venaient. J'en avais certains, c'était les mêmes, avec du coup un brassage de parents différents, avec un brassage d'enseignants différents. Et donc on entendait les directives où il faut pas se brasser, il faut pas se mélanger, il faut pas se réunir, blablabla. Et tous les jours, je croisais des personnes différentes. Et donc, forcément, avec tout ce qu'ils nous ont dit, il faut pas que les enfants touchent le même objet. Il fallait laisser 24 heures entre chaque objet, le temps qu'il soit désinfecté par l'air, là, que le virus s'en aille, tout ça. Enfin bref, on a eu des directives au secours. Et en plus, il fallait leur donner du gel hydroalcoolique. Alors moi, je me suis souvenu que quand on avait eu H1N1, dans les écoles, ils avaient dit de donner du gel hydroalcoolique, et ensuite, gros rétro-pédalage, où ils ont dit il faut absolument pas puisque c'est un médicament, et les médicaments c'est absolument interdit d'en donner. Donc vous vous doutez bien que moi j'ai retenu ça, et j'ai fait non, je ne mettrai pas de gel hydroalcoolique sur des enfants, surtout des enfants de bas âge. Donc du coup, voilà, on se lavait les mains avec du savon, mais pas avec de gel hydroalcoolique. Sachant qu'en plus, j'avais des parents qui m'avaient dit « Moi, je suis pas pour parce que ça sèche la peau de mon enfant, ça lui abîme les mains, etc. » Ce qui est normal, c'est un médicament, c'est réservé au domaine de la famille, sauf s'il y a un PAI, mais c'est absolument interdit. Donc voilà, j'avais pris le parti de préférer le lavage des mains, et puis ce qu'on faisait, les objets qu'on avait utilisés le matin, on ne les utilisait pas l'après-midi, on les utilisait que le lendemain matin, et les objets de l'après-midi que le lendemain après-midi. Comme ça laissait le temps, en fait, entre guillemets, de désinfection naturelle, sachant qu'en plus, les élèves étaient différents à chaque fois. Donc il fallait que les élèves soient différents, ne touchent pas les objets que les autres ont touchés le matin ou la veille. Donc voilà, donc ça a été un peu un gros gloubi-boulga. Et puis ensuite... Donc ça a avancé dans le temps. Et puis moi, je me disais personnellement, mais qu'est-ce que je dois faire en fait pour protéger les personnes avec qui je vis, mes proches, parce que étant donné que je brasse des gens tous les jours, et qu'évidemment on n'avait pas de masque, hein, ça j'ai oublié de le préciser, mais on n'avait aucun masque, c'était à nous de nous débrouiller. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire en fait pour protéger ma famille? Parce que forcément, si je brasse des parents différents tous les jours, des enseignants différents tous les jours, moi j'étais en contact avec plus d'une 50aine de personnes différentes chaque jour. Donc je me suis dit, forcément, ça va me tomber dessus. Je vais être malade et en plus, je vais le propager. Parce que j'y ai cru. J'ai cru à ce qu'on m'a dit. J'ai cru à ce qui était dit au début. Je me suis dit, attendez...
Donc en plus, on entendait des choses extrêmes, hein, où il fallait aussi ne pas toucher ses courses tout de suite, les laisser justement à l'air libre un temps, etc. Donc moi je me disais, mais mince, si on en est là, ça veut dire que moi quand je rentre, le virus il peut être sur mes vêtements, donc je vais le refiler. Donc quand je rentre, il faut que j'enlève mes vêtements, mais où est-ce que je les mets le temps de... Enfin, j'avais plein de questions comme ça. Et donc, comme en plus, tout le monde était confiné, j'étais à pied pour aller au travail. Et puis, traverser la ville de Lyon à pied sur des grands axes complètement vides, c'est complètement surréaliste. Là, on se croirait dans un film, hein. Vous savez, genre 28 jours après, quand on est là, seul, avec rien autour, c'est très impressionnant. Donc finalement, dans cette période-là, au tout début comme ça, où on ouvrait les écoles avec ce brassage personne, de la paperasse administrative avec des enfants différents tous les jours où il fallait faire attention avec qui il repart, machin, etc. Alors qu'on connaît pas les personnes, on connaît pas les parents, on connaît pas les régimes alimentaires, on connaît pas les pays. Franchement, c'était pas confortable. Et en plus, du coup, moi, je vibrais concrètement la peur. J'avais extrêmement peur de ramener le virus à des proches. J'avais peur de l'attraper, j'avais peur en fait de tout ce que j'entendais et je me disais mais c'est pas possible. En plus, comme on n'a pas de masque et tout, on y va comme ça, YOLO. Enfin, c'est hyper dangereux parce qu'en plus, comme c'était les enfants de personnel soignant, moi je croisais les personnels soignants aussi comme ça, qui pouvaient du coup eux aussi être porteurs. Enfin, c'est ce que je me disais. Donc du coup, j'ai vibré énormément la peur Covid. Et puis évidemment, ils nous ont bien propagé cette peur. Ils nous ont bien dit quels symptômes on allait avoir, etc. Comment ça va se dérouler. Donc forcément, mois de mars, je suis tombée malade et donc j'ai traversé le Covid version, cette fois-ci, version, vous savez, où on perd le goût, on a de la fièvre, on est complètement amorphe. Et donc là, en plus, je sentais que je ne pouvais pas faire de Reiki. Donc je me suis dit, je suis foutue. Et la seule chose que j'arrivais à faire, c'est d'être à peu près éveillée 10 minutes par jour. Grand max. Donc ça vous donne un petit peu le temps que je passais endormie. Et le peu que je me réveillais, je me disais, il faut que j'arrive à me faire à manger, à me nourrir. Parce qu'il faut quand même que j'arrive à nourrir mon corps. Et du coup, adviendra ce que pourra. Et je dois faire confiance à mon corps. Donc je me suis mis dans l'optique de traverser comme je dois le traverser, de faire confiance à mon corps, et s'il veut dormir, je dors. Et tant pis, si je peux rien faire d'autre, j'accepte cette situation et je le traverse comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait au mois de mars. Et donc sur ce mois de mars, je suis pas restée éveillée vraiment très longtemps. Et donc ensuite, ça s'est passé. J'ai pas récupéré le goût tout de suite, alors je me suis dit, oh là là, si ça se trouve, je vais perdre le goût pendant méga longtemps. Et donc, je me suis dit, finalement, je m'en suis sortie, même si j'avais eu cette grande peur, parce que j'ai eu peur et en même temps, je me suis dit, fais confiance. Donc finalement, je ne l'ai pas propagé donc chez moi, donc je me suis dit, bon, voilà. Après, ça a été un peu plus souple au niveau des mesures. Et puis, à force, en fait, d'écouter ce qu'on nous disait, hein, les dirigeants, d'entendre oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me questionner et je me suis dit, c'est pas possible, pour moi, c'est de la novlangue. On nous dit une chose, on nous dit exactement l'inverse, comme si on nous avait pas dit la chose d'avant, comme si ça n'avait jamais existé. Et j'ai pensé tout de suite à 1984, je me suis dit, mais c'est exactement ça. On nous dit un truc, on nous dit l'inverse, genre, ah ben non, j'ai jamais dit ça. Mais si. Et donc là, je me suis dit, arrête d'écouter et prends les choses comme ça va devoir venir. Donc évidemment, on a continué à ouvrir les écoles. Mon école à un moment a été fermée, donc j'étais volontaire à être enseignant dans une autre école pour pouvoir garder des enfants. Donc voilà, j'ai encore brassé d'autres enfants. Enfin bref, notre école elle s'est rouverte, donc j'ai dû revenir. En fait, je n'ai jamais été confinée pendant toute cette période-là. Et en plus, en tant que directrice, donc je sous-signais moi-même, autorise moi-même en fait à aller au travail. Donc ça, je trouvais ça ridicule. Et donc même chose, comme j'avais mon chien, je moi-même autorise moi-même à aller promener mon chien.
Du coup, c'était que des choses comme ça et je me suis dit, mais là, c'est tellement du non-sens que ça me paraît trop énorme en fait. Donc, du coup, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions. Donc, j'ai essayé de chercher un peu sur Internet, mais bon, évidemment, on trouve tout et n'importe quoi. Donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait même des personnes qui disaient qu'il y avait des nanotechnologies dans le vaccin, qu'il y avait aussi des bio-organismes dans les vaccins, etc. Donc voilà, j'ai un peu entendu tout et n'importe quoi. Donc je me suis dit, bah voilà, en fait, il vaut mieux se concentrer sur toi et puis traverser comme tu peux. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai traversé comme je pouvais. Et finalement, ça s'est pas trop mal passé. Et donc après cet épisode où je l'ai attrapé une fois, donc après il y a eu ces vaccins-là. Entre-temps, du coup, j'avais quand même changé d'école. Et là où aussi, où ça a été une période un peu étrange, c'est que on a eu ce moment où ils nous ont dit en fait que les enfants ne pouvaient pas en fait avoir le Covid. Le ou la Covid, je sais plus d'ailleurs si on dit le ou la. On va dire ce virus, le virus, ne pouvait pas l'avoir. Donc du coup, j'avais des parents qui venaient et qui me disaient «Ah, vous avez de la chance, vous êtes dans un milieu protégé». Et vraiment, je vous assure, c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire que des parents, quand ils étaient dans la rue, sur le trottoir, ils portaient leur masque et ne s'approchaient pas des personnes. Ils passaient le portail de l'école, donc on est toujours dans un milieu extérieur, c'est-à-dire que qu'on soit à gauche ou à droite du portail, pour moi c'est exactement la même chose. Ils passaient le portail, ils enlevaient le masque et ils pouvaient se faire la bise parce qu'ils considéraient qu'à l'intérieur de l'école, c'était un milieu protégé. Et donc j'avais des parents qui rentraient dans les écoles sans mettre de gel hydroalcoolique alors que c'était marqué que c'était obligatoire. Et puis bah du coup comme le masque n'était pas obligatoire dans les écoles vu que c'était un milieu sain, et ben j'avais cette population voilà qui se brassait à l'intérieur de l'école sans masque et dès qu'ils passaient le portail, ils remettaient le masque parce que là c'était dangereux. C'est exactement le même lieu. Que vous soyez du côté du portail, du côté trottoir ou du côté du portail dans la cour de récréation, c'est exactement pareil. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est complètement n'importe quoi. Ensuite, on a eu cette histoire aux terrasses. On avait le droit de ne pas avoir le masque si on était assis, mais si on était debout, il fallait un masque. Parce qu'il y a le Covid, il y a une différence entre assis et debout. Si c'est un virus aérotransporté, je veux dire, il n'y a pas de différence qu'on soit assis ou debout. Donc voilà, je me suis dit, mais ça devient n'importe quoi. Donc là, je me suis dit, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire ce qu'on est en train de nous dire. Je ne peux pas croire ce que je suis en train de voir. C'était complètement fou, c'était du non-sens total, et entendre me dire que dans les écoles on n'attrape rien, alors que c'est le premier endroit où les enfants vont attraper la varicelle, vont attraper les gastro, on sait très bien qu'ils vont choper tout. Et moi, ayant traversé de octobre à décembre 20 élèves sur 25 avec 42 fièvres, bah, je peux vous dire que je me suis dit, non, c'est pas possible, on peut pas me dire ça. Donc voilà ce que j'ai vu. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors après, pour le vaccin. Donc là, les gens, il y en a qui ont pris parti de se faire vacciner. Il y a des gens qui ont pris parti de ne pas se faire vacciner. Ceux qui s'interrogeaient, qui se posaient des questions, ils ont été traités de complotistes. Ceux qui se vaccinaient, ils ont été traités de moutons. Et du coup, en analysant tout ça, en regardant en fait d'extérieur, qu'est-ce que j'ai vu? Bah, c'est des humains dans une situation de crise. Au lieu de se serrer la main, de se serrer les coudes et d'avancer ensemble, j'ai vu la population en fait se séparer, se taper dessus et se détester. Alors ça aussi pour moi ça a été du non-sens. Je me suis dit donc en fait si jamais il y a quelque chose de grave, si jamais on n'est pas solidaire, on se tape dessus. Concrètement on se divise. Donc on n'est pas prêt en fait à être dans un monde de paix. Ça s'est littéralement vu. Les gens se sont bouffé le nez. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre, les gens se sont bouffé le nez. D'ailleurs, ils ont mis un côté ou de l'autre. On pouvait pas être modéré. On pouvait pas être quelqu'un qui n'est pas complotiste mais qui se pose des questions parce qu'il voit des aberrations. Je vous dis, le coup du portail, les parents qui se touchent pas d'un côté du portail, qui se font la bise de l'autre, j'ai halluciné. Et qui après, de l'autre côté, font vite, vite, on se sauve parce qu'on va l'attraper. C'est la même chose. Que tu sois à gauche ou à droite, c'est la même chose. Donc voilà, j'ai trouvé ça tellement hallucinant. Je me suis dit, c'est fou. Donc voilà, je trouve que
Alors peu importe d'où vient en fait ce virus, peu importe de comment ça a été propagé, de toutes ces questions que je me suis posées et qui a été soulevée, parce que je repense toujours à ce testeur d'air au moment où tout le monde était malade et quand il est plus là, tout le monde va mieux. Je me suis vraiment posé des questions. Mais du coup, peu importe en fait tout ça, le résultat, c'est de ce que j'ai vu, c'est que les gens en fait se séparent. Et puis il y a pas mal de personnes qui, vu qu'on ne partage pas en fait les mêmes idées, du coup ils ne se parlaient plus. Ils ne se parlaient plus, il y a des familles qui se sont quand même divisées juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le sujet. Donc je trouve ça quand même super étonnant parce que on a quand même le droit de ne pas penser la même chose, on a quand même le droit d'avoir des idées différentes, mais on a quand même le droit de vivre ensemble et de s'aimer. Enfin, c'est le grand message principal que je pourrais délivrer sur cette terre, c'est ça. C'est que peu importe en fait nos idées, nos croyances, d'où on vient, etc., on est tous en fait des terriens sur Terre. Et donc au lieu de se diviser pour une chose avec laquelle on n'est pas d'accord, on peut quand même vivre ensemble, même si on n'est pas d'accord. De toute façon, on sera jamais d'accord sur tout. Heureusement, on est tous différents. Sinon, là, on vient dans une société de normalisation et c'est ce que je pense qu'on tendait vers. Énergétiquement, pendant cette période, c'était assez compliqué aussi parce qu'il y avait énormément de peur. Moi, je suis tombée dedans. Énormément de tristesse et de souffrance. Et on était vraiment dans ces énergies très lourdes, très chargées. Parce que c'était pas... c'était plombant. C'était très lourd, très noir, très sombre. Et j'avais eu d'ailleurs une vision, je sais plus comment c'était arrivé, c'était en méditation. J'avais eu une vision justement comment était la Terre, comment étaient nos gardiens encore de la Terre qui étaient encore là. Ils m'ont dit qu'ils étaient encore là, qu'il n'y avait pas trop à s'inquiéter, qu'ils étaient là, donc c'était avec les éléments. Et j'en ai fait un dessin d'ailleurs. J'ai essayé de représenter ce que j'ai vu. Et il y avait cette masse noire un peu gluante sur une partie de la planète Terre en fait qui essaye d'englober toute la Terre, qui représente un peu nos peurs, nos souffrances. C'est une symbolique. Je dis pas que ça se passe vraiment comme ça, je parle de symboles. Mais c'est pour que, en fait, quand on reçoit un message énergétique, on l'interprète sous forme d'image pour qu'on puisse le comprendre. Donc je vous décris les images, mais c'est un symbole en fait pour dire que voilà, cette noirceur, c'est tout ce qu'on a, cette haine, cette peur, cette colère qu'on a, la tristesse, tout ce qui était lourd était là et commençait à engluer en fait la terre. Et il y avait aussi ce Covid qui était un peu comme une petite bestiole à côté qui tournait autour de cette masse noire en fait qui s'étendait, qui essayait de s'étendre. Finalement, elle ne s'est pas étendue. Et à ce moment-là, quand on était dans cette période-là de scission, j'ai vraiment senti, ça aussi ça m'a fait peur, j'ai vraiment senti le monde qui se divise en deux. Et c'est là où j'ai compris en fait par la suite ce que j'avais ressenti à ce moment-là. J'ai ressenti en fait concrètement dans mon corps comment se créent en fait deux branches parallèles, puisque moi je crois un peu au multivers, si vous êtes un peu fan des Avengers. Donc voilà, j'ai senti en fait cette scission de ces réalités en fait. D'ailleurs, je pense que c'est deux réalités parallèles, mais il doit y en avoir d'autres. Mais je les ai bien senties avec cette partie où on va aller vers le totalitarisme complètement avec ses QR codes, etc. Et puis l'autre partie où au contraire, ça va être plus fluide, plus libre et on va revenir en fait à cette liberté. J'ai vraiment senti en fait cette scission des deux extrêmes. Donc notre réalité actuelle, je pense qu'elle est un petit peu au milieu, mais j'ai senti ces deux réalités en fait coexister et se créer. Donc c'est comme ça que maintenant je le comprends. Mais sur le coup, j'avais peur, je me suis dit mince, est-ce que du coup je vais voir en fait mes proches mourir parce qu'ils ont choisi leur vérité? Et donc, est-ce que eux vont me voir mourir parce que j'ai choisi ma vérité et on va créer deux mondes? Vous voyez, c'est ce que je me posais aussi comme question. Et j'étais triste et j'avais peur. Donc j'ai beaucoup vibré la peur pendant cette période-là. Et du coup, j'étais triste parce que je me disais, on va se perdre en fait. Avec ces personnes qui se divisent, on va se perdre. Et moi, ça m'a provoqué une profonde tristesse. On va perdre les gens. Ce sont des personnes.
Alors en plus, s'ajoutait à ça aussi toutes les personnes qui n'ont pas pu enterrer leurs proches avec cette situation où du coup les personnes qui étaient déclarées mortes du Covid ne pouvaient pas être enterrées comme normalement en fait. Donc ça aussi, ça n'a pas permis en fait à ces personnes-là de faire leur deuil et ça n'a pas permis non plus aux personnes qui sont parties à trouver le repos en fait. Donc on se retrouve aussi avec des âmes qui sont coincées et qui eux aussi ça leur est tombé dessus comme ça et ils n'ont pas pu être avec leurs proches, ils n'ont pas pu faire de cérémonie, ils n'ont pas pu faire leur deuil et on a coupé ça aussi. Donc ça aussi, ça a provoqué chez moi une très grande tristesse. Donc voilà, dans la situation dans laquelle j'étais énormément triste et j'avais énormément peur de ce qui allait advenir et je me demandais où j'allais bifurquer en fait. Est-ce que j'allais tomber dans ce régime totalitaire que je sentais, qui existe d'ailleurs, puisque forcément on a tout le panel d'expérimentation. Donc il y a cette voie-là qui s'est ouverte, ou est-ce que je vais être de l'autre côté où c'est plutôt lumineux, où ça rétablit plutôt la paix, mais en perdant aussi une partie de la population. Donc voilà. Donc ces deux extrêmes du coup maintenant coexistent, et nous on a notre réalité entre les deux, parce que je ne veux pas dire qu'on est d'un côté ou de l'autre, parce que là on n'est pas dans un régime totalitaire, bien que on tend vers des choses pas très lumineuses. Et en même temps, on n'est pas du côté lumineux parce que on se tape encore dessus, hein, il y a encore des guerres ici. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai compris, que j'ai ressenti ces créations en fait de lignes qui coexistent. Donc c'est assez étrange, je ne saurais pas comment mieux le définir, comment mieux l'expliquer, mais en tout cas je l'ai ressenti. Et après, en fait, en reprenant les lectures de Seth, si vous m'écoutez aussi sur ma chaîne Zen Attitude chez Zenome, en reprenant les lectures de Seth, j'ai compris que quand on choisit en fait de concentrer notre conscience sur une des lignes temporelles, en fait on est différent de la personne qu'on était avant, parce que déjà il y a aussi le renouvellement cellulaire, hein, donc aussi au niveau biologique on est différent, mais en plus on est différent et en fait on est entouré d'étrangers, même si ce sont des proches, puisque à chaque fois qu'on glisse comme ça sur une ligne temporelle, les autres aussi font leur choix et glissent aussi sur ces lignes temporelles. Du coup, voilà, on est tout le temps entouré d'étrangers, on a l'impression de les connaître et en fait, c'est eux aussi des nouvelles personnes à chaque fois qui se renouvellent, qui évoluent, qui changent. Alors étant dans l'énergétique, j'ai essayé de chercher un peu ce que ça donnait en fait en point de vue énergétique. D'autres praticiens ont aussi un petit peu ce ressenti-là. Donc il y a aussi la version extrême des personnes qui disent que le fait de s'être vacciné, on coupait en fait la personne de son âme. Ça me paraît quand même extrême. Mais en tout cas, énergétiquement, effectivement, il y a quelque chose qui a changé. Si vous voulez, chez les personnes avant d'être vaccinées, elles avaient un champ énergétique qui leur est très propre autour. Et c'est vrai qu'après, c'est comme si qu'il y avait des perturbations, qu'il y avait je sais pas comment dire, mais c'est comme si c'est un peu vide, en fait, il n'y a plus vraiment d'enveloppe énergétique autour. C'est comme si il y a quelque chose qui a été modifié. Donc est-ce que ça a coupé le lien avec l'âme? Je ne pense pas quand même, on n'en est pas à ce point-là. Et est-ce que c'est réversible? Je pense que oui, en refaisant des soins énergétiques, en repratiquant, je pense que les personnes peuvent retrouver leur propre énergie, etc. Pour ceux qui ont eu le Covid, donc moi qui l'ai traversé en tout cas aussi, je peux vous dire que énergétiquement, déjà je ne pouvais pas pratiquer. Bon, en étant éveillée 10 minutes par jour sur 24 heures, ça fait pas beaucoup donc pour pratiquer. Mais je plaçais les mains sur moi et même si je m'endormais, je me disais je fais confiance à mon corps, à l'énergie et fera ce que fera. Mais je sentais qu'il n'y avait pas ce lien. Il y a quelque chose en tout cas qui coupe. Je ne saurais pas comment expliquer mieux, mais en tout cas, il y a quelque chose qui coupe la connexion. Comment c'est possible? Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a cette coupure. Donc, je pense que en repratiquant,
en repratiquant l'énergétique ou en allant voir un énergéticien, en s'orientant dedans, je pense qu'on peut retrouver cette connexion, mais qu'il faut le travailler. Il va falloir le travailler et un peu persévérer. Les personnes qui, du coup, ont fait Covid long, de ceux que j'ai croisés, donc je parle pas en généralité, mais moi je parle toujours des personnes que j'ai croisées, de ceux que j'ai croisés, je pourrais dire que c'est comme si que c'était des coquilles vides, un peu comme des zombies. La personne n'est pas là. Je sais pas comment vous dire mieux ça. Et du coup, en fait, c'est comme si qu'il faut ramener la personne pour qu'elle puisse avancer. Donc effectivement, en cas de choc, de traumatisme, ça arrive, hein, cette dépersonnalisation. Donc voilà, en cas de choc, ça peut revenir. Donc je me dis que les personnes qui sont en Covid long, de ce que j'ai croisé, de ce que j'ai expérimenté, ça me donne cette impression-là de coquille vide et il faut ramener en fait la personne dans son enveloppe corporelle. Comme si que l'enveloppe marchait en mode automatique, mais que la personne n'était concrètement plus là. Donc c'est vrai que la personne me disait mais je ne me reconnais plus. J'ai l'impression de ne pas être moi. Mais c'est concrètement un peu ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cas? Alors oui, aussi ce que j'ai vu, donc c'est encore plus triste, c'est que les personnes qui étaient fragiles, qui se sont vaccinées, beaucoup, je ne vais pas dire en cas général que c'est tout le monde, hein, mais dans ceux que j'ai croisés, dans mon expérimentation, encore une fois, beaucoup ont développé des maladies encore plus graves. Et il y en a qui sont même décédés à la suite de ça. Donc, du coup, en tout cas, vaccin ou pas vaccin, il y a quand même un choc corporel qui se fait sur la personne. Du coup, ça déstructure un peu tout aussi au point de vue énergétique, mais du coup, on le voit aussi au niveau biologique parce que il y a des maladies qui ne sont pas là, qui d'un seul coup explosent le corps en fait. Donc, il doit y avoir aussi quelque chose au niveau moléculaire, structurel, qui se modifie. Et donc, pour certains, ça a été très violent. Voilà de ce que j'ai vu. Et les personnes qui ont traversé cette période plutôt sereinement, sans être dans la peur, ils sont toujours plutôt sereins, sans cette peur. Et je me suis posé la question si vibrer la peur ne faisait pas aussi vibrer Covid, s'il n'y avait pas un lien. Et ce que je peux dire aussi encore de ce que j'ai remarqué, si vous voulez, les personnes qui étaient vaccinées, dans leur champ énergétique aussi, c'est comme si qu'ils vibraient Covid. Comment vous expliquer ça? Si je devais faire une image, c'est comme si qu'il y avait autour d'eux plein de petits points, vous savez, comme des petites puces, voilà, des petites puces noires qui sautillent et qui vibrent Covid. Où on voit que ça vibre Covid et c'est dans leur champ énergétique. Donc, vu tout ce que je vous dis, je pense que vous avez compris que je ne suis pas vaccinée. Donc, libre à chacun d'avoir fait ses choix. En fait, ce qui était important, ce que j'essayais d'expliquer aux personnes qui étaient non vaccinées ou vaccinées, qui se mangeaient les uns les autres, c'était de ne pas juger l'autre en disant t'es un mouton, t'es un complotiste, t'es un extrême. C'est que je disais, en fait, chacun va devoir faire le choix, mais en conscience. En fait, si consciemment, tu te dis, moi, pour survivre, parce que je suis fragile, parce que j'ai une maladie, parce que machin, parce que truc, parce que je ne veux pas propager à mes proches, parce que j'ai des personnes fragiles autour de moi, je sens concrètement que pour avancer, je dois me vacciner, alors c'était absolument ok de se vacciner. Les personnes qui, du coup, disaient non, moi je peux pas me faire vacciner parce que si je me fais vacciner, je vais mourir, je vais développer la maladie, ça va pas aller, machin, rien. C'était complètement ok aussi. En fait, personne ne pouvait ni ne devait se donner le droit en fait de juger les autres. Je trouve qu'à ce moment-là, on devait laisser la liberté à chacun. Et c'est ce qui a manqué aussi. C'est ce qui a beaucoup manqué. Parce que, ayant changé d'école, du coup, une collègue a découvert que je n'étais pas vaccinée, donc il n'y avait plus la pandémie, les restrictions, tout ça, hein, c'était loin derrière nous, ou pas. Eh bien, elle m'a dit mais tu te rends compte, Stéphanie,
c'est à cause de gens comme toi que le pass sanitaire, ça n'a servi à rien et que je me suis fait vacciner pour rien. Alors déjà, je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam à cette période-là. Hein. Donc je ne lui ai pas dit de se faire vacciner, je ne lui ai pas dit de ne pas se faire vacciner, on ne se connaissait pas. Et donc me porter sur la faute en disant c'est de ta faute que non, je ne suis pas d'accord. Et vous voyez, elle ne laisse pas en fait la liberté aux autres de leur choix. Il fallait faire uniquement ce choix-là. Bon, cette personne ne vibre pas des énergies très positives et très ouvertes non plus sur les gens, le monde. Donc au bout d'un moment aussi, ça fait beaucoup. Hein. Je me dis, les gens qui sont très fermés et pas très ouverts, ils plongent dans tout. C'est un peu compliqué. Du coup, j'ai pas de contre-exemple de personnes qui soient très fermées dans la haine, dans la colère, etc. Qui s'est dit bah non, je vais pas me faire vacciner, bah non, je suis ouverte aux autres personnes, bah non, je partage, même si je suis vaccinée, je laisse la liberté à ceux qui sont pas vaccinés. J'ai pas de personnes comme ça en fait. Du coup, j'ai que cette représentation extrême des personnes vaccinées qui sont plutôt dans la haine, dans la colère, dans la maladie, dans la peur. Vous voyez ? Donc j'ai pas de contre-exemple en me disant que bah non, ces personnes sont ouvertes et tolérantes. Donc je sais que ça existe sur Terre, mais en tout cas pas dans mon environnement proche. Et du coup avoir cette phrase-là, c'est à cause de toi qu'on n'a pas cet état totalitaire. Ben, j'ai envie de dire, heureusement qu'on n'a pas cet état totalitaire. J'ai envie de dire, ouf. Personnellement, je n'avais pas envie de cet état totalitaire. Concrètement, je le dis. Je ne veux pas vivre dans un état totalitaire privé de droits. Je suis pour l'équité. Donc l'équité, ça veut dire pas de domination les uns sur les autres. C'est même pas mettre quelqu'un au pouvoir qui va dominer les autres, etc. C'est vraiment la liberté de laisser à chacun prendre sa place dans la société et de l'accepter en tant qu'individu. Donc en plus j'avance dans le chamanisme, plus j'ai cette ouverture sur ces différentes consciences qui nous entourent, plus j'ai du mal avec ces restrictions totalitaires de l'autre c'est pas un humain parce que il a telle religion, l'autre c'est pas un humain parce qu'il vit dans tel pays, l'autre c'est pas un humain. J'ai vraiment du mal avec cette conception. Et plus j'avance, et moins je vois de différence entre tout ce qui est. Donc du coup, j'ai du mal avec cette scission qu'avait voulu nous être imposée à ce moment-là. Parce que concrètement, c'est ce que j'en retire en fait comme leçon, c'est que on a été divisés. Je vous dis, au lieu de s'unir, on s'est mangé les uns les autres, et au lieu d'accepter l'autre comme il est, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai des amis autour de moi qui sont vaccinés, j'ai des amis autour de moi qui ne sont pas vaccinés, et tout est ok. Moi, je les ai pris comme ils sont, et puis ceux qui sont vaccinés, qui ont décidé de couper les ponts avec moi parce que c'est de ma faute que le QR code est tombé à l'eau et qu'ils se sont fait vacciner pour rien, et que tout ça n'a servi à rien, bon, bah voilà, c'est leur point de vue. Du coup, voilà. Donc cet épisode peut être à controverse, à polémique. Hein. De toute façon, je suis prête à entendre les vérités de chacun. Si vous souhaitez vous aussi partager, mettre un commentaire, n'hésitez pas. Je vous ai dit, je partage ma vérité de ce que j'ai vu. Et c'est vrai que j'ai pas de vision modérée des personnes. Parce que quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que les gens se divisent encore. Il y a beaucoup de personnes qui aussi ont pris le contre-pied avec cette période, justement de s'ouvrir et d'être plutôt travailleurs de lumière, de paix. Donc quelque part, je me dis tout n'est pas perdu, mais en même temps, ça soulève beaucoup de questionnements. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'ai partagé un petit bout de mon parcours, de mon expérimentation, qui, je trouve, était une période étrange. Et puis, je vous dis, j'ai plutôt vibré la peur et la tristesse de tout ce que je ressentais dans le monde. Et du coup, bah, j'espère que on va aller vers du meilleur. En fait, c'est ce que je souhaite à la planète,
Donc c'est vrai que quand je fais faire des méditations comme ça, en faisant sa petite bulle où on envoie amour, machin, c'est pas un acte qui sert à rien, c'est pas quelque chose qui est fait comme ça dans le vent. Je pense que au contraire, ça ne peut faire que du bien parce que au final, on le voit que quand on était dans cette peur, cette colère et tout ça, ça a donné un peu un brouhaha général, un peu n'importe quoi. Mais du coup, on se dit que en faisant un petit pas comme ça, en essayant d'apporter la paix, l'amour, la compassion aux autres, toutes ces choses en fait plutôt positives, enfin c'est ce qu'on veut voir dans le monde, enfin c'est ce que je veux voir dans le monde surtout. En apportant ce genre de choses, je me dis, même si c'est une goutte d'eau dans un océan, elle fera son chemin. Donc du coup, voilà, si on peut essayer d'amener les personnes, en fait, peu importe où ils en sont, à se dire, bah ouais, en fait, à cette période-là, effectivement, j'ai vibré la peur, tout ça, nanana. J'étais un peu confrontée à une autre personne, j'étais pas d'accord avec elle, j'ai un peu coupé les ponts. J'aurais peut-être pas dû, finalement, je pourrais peut-être faire un pas vers elle, je sais pas. Essayer de renouer du lien, des contacts, ou au moins lisser ces liens qu'il y a eu, parce que quand on crée un lien avec une personne, il reste. Donc essayer de lisser, d'envoyer de l'amour, se pardonner aussi à soi, hein, parce qu'on n'est pas parfait. On a peut-être dit des choses qu'il fallait pas dire, qui ont heurté en fait la sensibilité, la vérité de l'autre. Voilà, mais si on peut faire un pas dans le sens pour ramener l'harmonie dans le monde, et c'est ce que je vous invite en fait dans cet épisode à faire. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations aux soins énergétiques que je propose, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée et je vous dis à très vite.